Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Le président américain Joe Biden, en visite à Tel Aviv hier, a appelé les Israéliens à ne pas reproduire, je cite, les erreurs américaines d'après le 11 septembre. Est-ce que c'est un conseil ou un avertissement ? Sans doute les deux. D'abord un conseil parce que les Américains ont voulu montrer, notamment avec la visite du président Biden, qu'ils soutenaient Israël. Mais par contre, l'absence de stratégie claire du gouvernement Netanyahou inquiète les Américains. Et ils le voient très bien dans leur siège de la bande de Gaza. Ils ne peuvent pas s'en prendre au peuple palestinien parce qu'ils veulent en terminer avec le Hamas. Donc cette confusion est extrêmement dangereuse et Biden sait pertinemment que le Hamas est ce qu'on appelle dans le langage militaire une cible molle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le détruire avec une invasion terrestre. Or c'est ce qu'ont préparé pour l'instant les Israéliens, faute d'alternative. Donc les Américains essayent de les emmener sur réfléchissez d'abord, prenez de la distance parce que pour l'instant, vous êtes exactement dans le piège que vous a tendu le Hamas. C'est-à-dire ce piège, celui du bourbier notamment ? Ah oui, c'est un bourbier. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord attaqué sauvagement les Israéliens, en sachant pertinemment que leur riposte serait à la hauteur de leur humiliation. L'attaque du 7 octobre, c'est un échec total de la politique sécuritaire de Netanyahou. Netanyahou avait vendu qu'avec sa brutalité et sa violence, il allait offrir la sécurité aux Israéliens. Israël n'a jamais connu une telle attaque. Mais ce que dit Joe Biden, c'est ne reproduisez pas nos erreurs, c'est que si vous allez à Gaza, vous allez vous retrouver comme nous, avec l'Irak par exemple ? Oui, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les Israéliens pourraient essayer de rentrer dans la bande de Gaza. Ils vont faire essentiellement des victimes collatérales, ce qu'ils font d'ailleurs depuis le début du bombardement, depuis 12 jours maintenant. Et le Hamas, c'est quoi ? Ce sont des gens qui prennent une arme et qui se battent contre Israël. Donc ils partiront avec le flot de réfugiés dès qu'ils voudront se cacher. Ou au contraire, ils se serviront de la population palestinienne comme bouclier. Donc de toute façon, dans les deux cas, les Israéliens sont perdants. La stratégie frontale n'a aucun sens et en plus, elle mettrait sans doute en danger les otages. On en reparlera, je pense. Oui, on va revenir précisément sur la stratégie militaire d'Israël, si vous le voulez bien, Guillaume Ancel. Mais d'abord, depuis 24 heures, on assiste à une bataille de l'information en ce qui concerne le bombardement de l'hôpital de Gaza, qui aurait provoqué la mort d'une centaine de Palestiniens. Le Hamas accusant l'armée israélienne, les Israéliens accusant le djihad islamique, un autre groupe armé palestinien qui soutient le Hamas. Sur le bilan d'abord, on n'est pas sûr. Alors, on voit bien que un des pièges du Hamas, c'est de rendre hystériques nos sociétés, toutes nos sociétés, parce que les opinions publiques arabes ont été bouleversées d'un tel bilan. Hier, ils annonçaient 471 morts. Il se trouve que j'ai guidé pas mal de frappes aériennes. C'est impossible avec une charge de 200 kilos. C'est une charge de l'ordre de 200 kilos qui a explosé. On voit bien qu'il y a eu une explosion sur l'hôpital. Ça, personne ne le nie. Il y a les photos, il y a suffisamment de preuves. Mais c'est impossible d'avoir fait 471 morts. Donc, soit c'est une confusion entre le nombre de morts et le nombre de blessés, soit c'est le Hamas qui a gonflé le chiffre, parce que si on dit 47 morts, on se dit « Ah, c'est terrible cette journée ». Si on dit 471 morts dans un hôpital, mais tout le monde devient fou. C'est un élément de la guerre informationnelle. Bien sûr, c'est un élément de la guerre psychologique. Et les Israéliens se défendent en disant « Mais ça ne peut pas être nous », alors qu'en réalité, ils ne peuvent absolument pas le prouver. Et je ne suis pas sûr qu'ils en soient complètement convaincus. Parce qu'ils frappent tellement pendant la nuit, en poursuite, c'est-à-dire des trucks, des véhicules palestiniens qui ont tiré des roquettes, par exemple, ils les poursuivent avec des drones ou avec des avions de chasse, et ils les ciblent. Ils ne regardent pas toujours l'environnement. Donc c'est probable aussi, si vous voulez, sur les images qu'on a aujourd'hui, ce que je peux vous dire comme relativement expert sur le sujet, c'est que ça peut très bien être la roquette iranienne qui a été livrée aux brigades islamiques, et qui a mal fonctionné et qui est tombée, probable, mais ça peut très bien être aussi une bombe guidée laser de 250 kilos tirée par les Israéliens. Et les Américains n'ont pas les moyens de la tracer. Mais c'est pas ce que disent les Américains. Joe Biden, hier, depuis Tel Aviv, il est ferme, il dit ça vient de l'autre côté du camp, en fait. Alors attention, parce que Joe Biden dit « il semble ». Il semble. Pourquoi ? Parce que ce que les Américains ont démontré et tracé dans leur couverture aérienne, parce qu'en fait, ils observent, notamment avec leurs satellites, toute la bande de Gaza, c'est qu'effectivement, il y a eu un tir de missile par les milices islamiques. Ça, ils en sont sûrs. Mais après, les traces sont trop fines pour voir si c'est la charge militaire du missile qui tombe et qui fait plus de 200 kilos, donc qui est tout à fait vraisemblable sur l'hôpital, ou si, parallèlement, il y a eu une frappe israélienne. De toute façon, aucun des deux
ne reconnaîtra la vérité si jamais elle avait des preuves que c'était bien sûr pas le camp qu'elle avait désigné. Et je n'imagine pas 2 secondes le Hamas autoriser une véritable mission d'inspection qui pourrait dire on a trouvé des traces sur place et voilà quelle est la mission qui a été utilisée. C'est pourtant ce que demande l'autorité palestinienne, qui demande une expertise par la Cour pénale internationale. L'autorité palestinienne. Mais le Hamas ne l'acceptera pas. Mais quel que soit de toute façon les faits qui seraient éventuellement établis, ça ne change strictement rien, encore une fois, sur le front de cette guerre informationnelle. Les opinions sont clivées. Alors, je vais aller un peu plus loin. En fait, on connaît parfaitement l'origine de ce carnage, parce que malgré tout, même s'il n'y a que 47 morts, c'est un carnage. Il faut compter 4 fois plus de blessés. Donc on est sur des bilans en centaines. L'origine de ce carnage, c'est la guerre. Je veux dire, ça ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas cette guerre qui a déclenché le Hamas. Mais maintenant, Israël, en persistant dans une stratégie qui, à mon avis, est une impasse sanglante, eh bien, de toute façon, sera confronté à ce genre de problème tous les 5 jours. Je suis juste étonné que ça ne soit pas arrivé avant. Hier, on n'en a pas parlé parce que ça a été submergé par l'affaire de l'hôpital, mais il y a une école de l'ONU qui a été bombardée. Oui. Donc, en fait, tous les jours, il y a des frappes qui ne font quasiment que des victimes civiles. Et cette confusion entre le Hamas et le peuple palestinien, Israël l'entretient parce qu'en fait, elle ne sait pas isoler le Hamas, mais le Hamas l'entretient aussi parce que pendant ce temps, elle se sert du peuple palestinien comme bouclier. Avant-hier soir, vous l'avez dit, l'annonce du bombardement de l'hôpital a provoqué la colère dans le monde arabe. Des manifestations ont éclaté en Jordanie, en Iran, en Turquie, en Tunisie, au Liban, en Syrie, en Égypte. Ça, c'est de nature à inquiéter Israël et les pays occidentaux ? Ça, c'est de nature à rassurer notre ami Vladimir Poutine en Russie, qui veut recomposer un ordre mondial et qui, à mon avis, n'est pas pour rien dans cette crise. Et c'est clair que c'est une véritable instabilité systémique qui s'installe avec des opinions arabes qui sont ulcérées parce que le cœur du sujet dans la bande de Gaza, en fait, c'est l'avenir du peuple palestinien. Or, cette confrontation d'une violence incroyable entre Israël et le Hamas ne mène à rien. Et donc, tout le monde a compris que, de toute façon, cette guerre était une impasse et que, par ailleurs, si on s'inscrivait dans une escalade de la violence, elle était sans fin. Mais ça va jusqu'en France. Regardez ce mouvement d'alerte à la bombe, ce meurtre épouvantable la semaine dernière. On essaie d'hystériser nos sociétés. Et c'est ça qu'il faut empêcher. C'est le cas chez nous, mais c'est le cas aussi donc, dans les pays arabes. Alors, pardon, mais c'est le cas partout. Partout, y compris aux États-Unis, où il commence à y avoir des confrontations plus que politiques entre ceux qui veulent aller raser le Hamas, je ne sais pas comment on fait, mais eux, ils ont une idée derrière la tête, et puis ceux qui disent qu'il faut stopper cette guerre, et puis ceux qui disent qu'il ne faut plus s'en mêler. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, invité du 8h30 France Info, on vous retrouve dans 1 minute, juste après le fil info 8h41, Maureen Suignard. Près d'une semaine après l'attaque d'Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard, les obsèques du professeur assassiné se déroulent ce matin. Il y a beaucoup d'humanité autour de ce drame et on essaie de rester debout, confie sur France Info le maire d'Arras, qui salue la présence ce matin du couple présidentiel. Alors que des dizaines de camions remplis d'aide humanitaire attendent à la frontière égyptienne, les présidents américains et égyptiens annoncent que 20 camions vont partir d'Égypte vers la bande de Gaza. Passage pas avant demain, le temps de réparer la route. Israël a donné son accord pour cette opération. Les manifestations de soutien au peuple palestinien se multiplient au Liban, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie encore hier. Celle de ce soir à Paris est de nouveau interdite, mais le Conseil d'État va à l'encontre du gouvernement. Impossible d'interdire systématiquement ces rendez-vous. Les préfets doivent faire du cas par cas. Nokia annonce la suppression de 14 000 emplois dans le monde. Le géant finlandais des télécoms qui fait face à une chute de ses bénéfices, moins 69% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. Le gouvernement israélien vient d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte, depuis Rafah. Pourquoi ça a bloqué pendant tout ce temps, malgré les alertes des ONG, de l'ONU aussi, sur la catastrophe humanitaire qui s'y déroule à Gaza ? Parce que ce couloir humanitaire est un jeu de dupes pour masquer que le problème essentiel, c'est la guerre. Et donc tout le monde veut se donner bonne conscience en disant moi j'ai demandé la création d'un couloir humanitaire. Sauf que la porte de Rafah, donc c'est la connexion entre la bande de Gaza palestinienne et l'Égypte, dépend de 3 clés. Il faudrait que les 3 ouvrent avec leurs clés en même temps. Elle dépend d'Israël qui bombarde régulièrement le sud de Gaza tout en incitant les Palestiniens à aller dans le sud.
Elle dépend bien sûr des Palestiniens, des Palestiniens, du Hamas, parce qu'on n'est pas du tout sûr que le Hamas accepte en fait de recevoir ses têtes. Ça l'arrange que le peuple palestinien soit martyrisé. Ça l'arrange ? Mais bien sûr, parce que ça fait partie de sa politique d'hystérisation. Il faut qu'il y ait des morts. Il ne faut surtout pas que les gens aient le sentiment que ça y est, on leur vient en aide. Et puis, les Égyptiens, eux, ils sont carrément hostiles parce qu'ils savent très bien que s'ils ouvrent la porte dans un sens, comment vous assurez qu'elle ne soit pas ouverte dans l'autre sens ? Et ils n'ont pas du tout l'intention de récupérer le problème palestinien sur leur sol, alors qu'ils ont lutté pendant des années contre les frères musulmans, dont est issu le Hamas. Donc, pour arriver à conjuguer les trois clés, on l'a vu ces derniers jours, les uns après les autres, tout le monde annonce que ce couloir humanitaire va avoir lieu. Pour l'instant, il n'existe pas. La question humanitaire, c'est aussi la question de l'eau, de l'électricité qui est coupée. Israël refuse de fournir de l'électricité à la bande de Gaza. Le chargé d'affaires israélien à Paris nous disait ce matin, on ne fournit pas d'eau, d'électricité à nos ennemis. Alors ça, pour moi, c'est le problème essentiel de l'absence de politique d'Israël, c'est qu'elle punit collectivement un peuple pour ce qu'a fait le Hamas. On ne peut pas faire de confusion, on ne peut pas faire souffrir collectivement 2 300 000 Palestiniens parce que le Hamas a commis quelque chose d'ignoble. C'est juste une punition collective. Supprimer l'électricité, en fait, c'est supprimer l'eau, parce que la plupart de l'eau est extraite depuis. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, il y a très peu d'eau. Vous imaginez un peuple qui... Vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez même pas soigner. Vous avez entendu les témoignages dans les hôpitaux, les médecins qui disent « mais on n'a quasiment plus rien ». Donc, le fait de le conditionner au rendu des otages, dont on ignore en réalité le nombre, puisqu'on n'arrive même plus à identifier tous les disparus. C'est, à mon avis, encore une impasse sur ce sujet. Alors justement, comment doit réagir Israël face à ces problèmes de catastrophe humanitaire à Gaza ? Est-ce que dans ce contexte, une opération terrestre de l'armée israélienne est quand même possible ? À mon avis, si les Israéliens qui l'avaient prévu pour le 3e ou 4e jour du conflit ne l'ont pas encore mené, c'est parce qu'ils commencent à douter sérieusement des objectifs militaires qui sont poursuivis. Exactement la question de Joe Biden cette nuit, qui leur a dit « mais il faut qu'on éclaircisse les objectifs de cette offensive ». Ils savent très bien que le Hamas est ce qu'on appelle en termes militaires une cible molle. Il n'y a pas d'armée du Hamas, il n'y a pas de chars, il n'y a pas de quartiers généraux. Ils sont disséminés dans la population. Quand les Israéliens affirment qu'ils ont détruit un quartier général, mais un quartier général, c'est un appartement dans lequel on met des postes radio. Et il suffit d'aller dans l'appartement d'à côté. Donc ça n'a pas de sens. On ne détruit pas le Hamas avec une offensive terrestre. D'autant que, encore une fois, si le Hamas veut s'échapper, il se fera passer pour des réfugiés. Et je rappelle que le dirigeant principal du Hamas est au Qatar. Donc lui, il ne risque rien. Donc si Israël n'intervient pas depuis maintenant une douzaine de jours, ce n'est pas seulement parce qu'il y a de la préparation, des préparatifs qui sont en cours, c'est peut-être parce qu'Israël est en train de revoir sa stratégie. Parce que sous la pression amicale de ses soutiens, mais aussi d'un certain nombre de pays arabes qui ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël, Israël comprend que son absence de stratégie l'amène droit dans le mur. Mais c'est imaginable pour Israël de dire finalement on n'y va pas ? Alors, ce ne serait pas une défaite ? Compliqué. En fait, à mon avis, la seule alternative réaliste pour Israël, c'est de dire on arrête tout. Et on ouvre la bande de Gaza parce que c'est ça qui décrédibiliserait définitivement le Hamas. Mais tant qu'ils exerceront cette pression en étau, c'est exactement ce qui fait le miel du Hamas. Le Hamas est en train de recruter pour les 15 prochaines années à cause de l'offensive et du siège israélien. Sauf que vous voyez bien, vous entendez bien les menaces qui pèsent sur Israël. L'Iran a prévenu que nul ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit si Israël envahit Gaza. Ça veut dire quoi ? En fait, il y a un risque d'escalade internationale sur le conflit, mais il faut faire attention, là, ce sont des déclarations. Par ailleurs, les Américains ont envoyé 2 groupes navals autour de 2 porte-avions, qui sont des groupes extrêmement importants. En fait, ce sont essentiellement des groupes de bateaux qui peuvent lancer des missiles, plus la 60aine d'avions qui sont sur chacun des porte-avions. Ça veut dire qu'ils se dotent d'une capacité de frappe considérable pour neutraliser une éventuelle attaque du Hezbollah, qui est le jouet, bien sûr, de l'Iran au nord du Liban. Ça veut dire que, au sud du Liban, la frontière nord d'Israël. Ça veut dire que si l'Iran voulait rentrer dans le conflit,
C'est vraisemblablement par le Hezbollah qu'elle le ferait, mais les Américains interviendraient pour empêcher le Hezbollah de menacer cette fois l'État d'Israël. Par contre, les Américains n'ont pas du tout l'intention d'intervenir contre le Hamas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'encore une fois, ils n'ont pas de cible militaire. Vous parlez des risques d'embrasement. Est-ce que Israël est attentif au risque moral, c'est-à-dire d'être responsable de la boucherie, de perdre tout crédit, légitimité auprès des opinions occidentales ? Ce qui est très délicat pour la société israélienne, c'est qu'il y a une forme de confusion entre un droit de riposte, que tout le monde leur reconnaît, compte tenu de ce qu'a fait le Hamas, et puis l'assimilation du Hamas au peuple palestinien. Et ça, pour l'instant, pour la plupart des Israéliens, sauf, je vais dire, les partis les plus éclairés, les plus centristes, qui voient bien qu'il n'y a aucun avenir dans cette politique, ils ont besoin de cette espèce de revanche, comme si ça allait leur rendre justice. À mon avis, les Israéliens ont surtout intérêt, au contraire, à temporiser les choses. La justice sera rendue plus tard. Mais de toute façon, les responsables du Hamas n'échappent. Il y a une opinion publique aujourd'hui en Israël. Mais plus les jours passent, et plus, je pense, les Israéliens réalisent que ce n'est pas en tuant les enfants des autres qu'ils récupéreront les leurs. Et aussi parce qu'il y a la question des otages, les otages qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Est-ce que Israël, dans ce cas-là, devrait calmer le jeu pour espérer sauver ces otages-là ? En fait, il n'y a aucune chance de récupérer les otages s'il y a une offensive terrestre. Ce seront les premières victimes de l'offensive terrestre. Ces personnes ont été prises en otage par le Hamas pour servir de bouclier humain. Ils ne sont absolument pas dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Israël, comme ça s'était passé les années précédentes. Donc il est clair que si Israël lance son offensive terrestre, les premières victimes, ce seront les otages. Sauf qu'il y a des ressortissants étrangers parmi ces otages. Il y a notamment des Français, des Américains. Est-ce que ces pays-là, comme la France, ont intérêt à participer à des négociations avec des intermédiaires, par exemple le Qatar ou la Turquie, pour sauver les otages ? Elles le font déjà. En fait, toutes les nations, y compris Israël, négocient avec le Hamas par des intermédiaires, dont la Croix-Rouge internationale. Pourquoi ? Parce qu'on essaye toujours de négocier. Mais pour l'instant, le Hamas montre bien que jamais il ne se défera de cette espèce d'assurance vie qui, à mon avis, ne leur assure pas grand-chose. Mais ils n'en sont pas à 200 morts supplémentaires. Pourquoi vous dites que ça ne leur assure pas grand-chose ? Parce que ça n'empêchera pas... Si Israël a décidé de lancer une offensive terrestre, je pense que compte tenu du contexte, ils le feront quand même. C'est un changement de doctrine par rapport à la doctrine habituelle sur les otages de la part d'Israël. Oui, mais tout a changé, tout a explosé, parce que en fait, la doctrine habituelle ne résiste pas à cette attaque du Hamas qui était totalement inédite et imprévue. On n'a jamais vu une telle bestialité et on n'a jamais vu une combinaison aussi importante de moyens, pas sophistiqués, mais incroyablement organisés. Il faut plus d'1 an pour organiser une attaque de ce type. Plus d'1 an. Et on est sûr qu'il y a des acteurs derrière, parce que cette attaque n'est pas du niveau du Hamas. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve juste après le fil info, 8h50. Maureen Suignard. Le président chinois dit vouloir travailler avec l'Égypte pour stabiliser le Proche-Orient. Il vient de rencontrer à Pékin le Premier ministre égyptien. L'Égypte qui autorise le passage d'aide humanitaire via sa frontière avec la bande de Gaza. Une vingtaine de camions pour le moment, mais des travaux doivent encore être effectués sur la route. Cette livraison est validée par Israël, mais l'État hébreu refuse toujours de délivrer de l'électricité. Et cela tant que la Croix-Rouge n'aura pas accès aux otages détenus par le Hamas. C'est ce qu'indique sur France Info le chargé d'affaires auprès de l'ambassade d'Israël en France. Le professeur Dominique Bernard fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, publication ce matin au journal officiel, quelques heures avant les obsèques du professeur tué à Arras vendredi dernier par un jeune homme radicalisé. Emmanuel Macron est sur place ce matin et rencontrera la famille. L'agglomération de La Rochelle suspend une partie des forages en eau au moins jusqu'à décembre. Un résidu de pesticides interdit depuis près de 4 ans a été retrouvé dans l'eau du robinet. L'agglomération se veut tout de même rassurante. Le taux détecté ne dépasse pas certains seuils et l'eau reste potable. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. Juste avant le fil info, vous nous disiez que cette attaque du Hamas du 7 octobre était extrêmement sophistiquée, qu'il avait fallu au moins 1 an pour la préparer. Mais est-ce que le Hamas a une stratégie dans cette affaire ? Est-ce qu'il a pensé au coup d'après ? Alors, d'abord, on n'est pas sûr que ce soit le Hamas. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des acteurs derrière qui, par contre, ont utilisé des méthodes qu'on avait vues pour l'instant, essentiellement chez le groupe Wagner,
le groupe de mercenaires russes en Afrique. Ces méthodes très coordonnées, utilisant les voies aériennes, les voies maritimes, les voies terrestres, des groupes dormants qui restent plusieurs jours sans se battre pour qu'une fois que l'armée israélienne pense avoir repris le contrôle du territoire, s'aperçoit qu'il y a des combattants derrière eux. Ça, ce sont des méthodes qui nécessitent beaucoup de préparation, d'organisation et d'entraînement. Donc qui dépassent largement le Hamas. Mais pour le coup d'après alors ? Alors justement, ils ont une stratégie. Et le problème du gouvernement Netanyahou, c'est que, parce qu'il a été défait en fait par cette attaque, n'a pas de stratégie. C'est-à-dire que dans les premiers jours, en tout cas, quand elle a voulu lancer cette offensive terrestre, a mis du temps et a eu de la peine. C'est des sources à l'intérieur de Tsahal qui me l'ont dit. N'arrivent pas à comprendre que c'est exactement le piège où ils ont été envoyés. Je vais donner juste un exemple. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'à la guerre, on essaye de ne pas aller à l'endroit où on est attendu par son ennemi et au moment où on est attendu par son ennemi. Sinon, on se prend une raclée. Et c'est ça qu'attend le Hamas. C'est que l'armée israélienne soit embourbée et qu'elle ne fasse quasiment que des morts civiles, ce qui fait que c'est elle qui sera condamnée pour une attaque bestiale du Hamas à l'origine. Depuis le début de la guerre, Guillaume Ancel, l'Élysée envoie des communiqués pour nous informer, nous journalistes, qu'Emmanuel Macron multiplie les appels téléphoniques avec les autres chefs d'État, les Européens, mais aussi ceux du Proche-Orient. À quoi ça sert vraiment, ça ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Il aurait tort de ne pas le faire. Il aurait tort de ne pas le faire. Après, quel est l'impact réel de la France aujourd'hui ? Pardon, mais à mon avis, il n'y a plus qu'au niveau de l'Union européenne, compte tenu de sa réelle puissance, que des pays seront sensibles aux arguments, en particulier en termes d'aide financière. Parce qu'aujourd'hui, le financement, la reconstruction de la bande de Gaza, elle sera essentiellement financée par l'Union européenne. Donc pour moi, c'est à l'Union européenne de dire à tout le monde, surtout maintenant, on calme le jeu et on ne va pas plus loin. Parce que cette guerre est une voie sans issue et elle est sanglante. L'Union européenne qui est elle-même très divisée sur le sujet depuis le début. Oui, elle est divisée et c'est un peu aussi à cause de la France qui, tout en disant toute la journée qu'elle est très européenne, passe son temps à critiquer les autres partenaires au lieu de donner la parole à Josep Borrell, le haut représentant des affaires étrangères de l'Union européenne. Mais on a envie de vous demander qui peut réellement arrêter cette guerre ? Qui a voix au chapitre ? Qui est écouté à la fois par les Israéliens et par le Hamas ? En fait, ça va sans doute se jouer entre les États-Unis pour Israël, et c'est ça que les États-Unis sont venus dire, l'Iran pour le Hamas et la Russie derrière l'Iran. Je ne serais pas étonné que la Russie sorte maintenant pour expliquer que c'est elle qui va essayer de ramener un semblant de paix dans la région pour montrer qu'en fait c'est elle qui recompose l'ordre mondial. C'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous disiez que Poutine n'est pas pour rien dans cette crise ? Alors pour moi, il y a deux choses. Derrière la préparation du Hamas, il faut se rappeler qu'il y a exactement un an, son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, est venu rencontrer les dirigeants du Hamas. Et on s'est vraiment demandé de quoi il dealait à cette époque. Il faut un an pour préparer un coup pareil. Les méthodes de Wagner, et regardez bien, quel est l'effet majeur de cette guerre sur le plan international ? La guerre en Ukraine n'existe plus. Justement. La guerre en Ukraine, elle a été éclipsée par le conflit au Proche-Orient. Les Américains ont envoyé des missiles aux Ukrainiens pour qu'ils puissent avancer dans leur contre-offensive. Est-ce que ça marche ? Alors, on va le mesurer dans les jours suivants. Ils viennent enfin de livrer des missiles ATACMS qui ont un très gros intérêt, c'est que ce sont des missiles qui ont 200 à 300 km de portée, c'est-à-dire qui permettraient aux Ukrainiens de frapper en profondeur, ce qu'ils ne pouvaient pas faire faute d'avions et de missiles. Enfin, ils disposaient de quelques missiles européens, les Storm Shadow et les Scalp, mais en très petit nombre, en dizaines. Alors que là, il leur faut des centaines pour pouvoir frapper massivement. Ce qui est très ennuyeux, c'est que les Russes ont réussi à renforcer massivement leurs unités qu'on croyait étriées, qu'on croyait épuisées, avec des jeunes gens qui ne sont pas formés, qui sont totalement inexpérimentés et qui se font tuer comme de la chair à canon. Donc pour l'instant, on s'installe dans une guerre longue, dans une offensive qu'on croyait éclair parce qu'elle était prévue sur 3 à 4 mois et dont on voit bien qu'elle va se continuer sans doute encore plusieurs mois. La multiplication des crises, ça oblige la France elle-même évidemment à revoir ses priorités. Hier, on a appris que l'armée française se dotait d'un commandant terre pour l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la France prend acte du fait que la guerre peut s'étendre à tout moment désormais sur le sol européen, au-delà de l'Ukraine ? En fait, avec la guerre en Ukraine, nous avons découvert que nous étions concernés par la guerre, alors que pendant 30 ans, nous avons pensé que ça n'était plus notre sujet. Pour reprendre la phrase d'Olaf Scholz qui résume tout, nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis.
Et ça, c'est grave parce que la société française, comme la plupart des sociétés européennes, ont pensé que la guerre, c'était pour les autres. C'était pour Israël, que la guerre, c'était pour l'Irak. Mais en fait, la guerre, elle nous concerne. Et par conséquent, on est obligé d'avoir un outil de défense qui soit à la hauteur. Et pardon, l'armée française n'est plus à la hauteur parce qu'elle a été transformée par ma génération en corps expéditionnaire léger pour des interventions qu'on ne lui a pas demandées dans le monde entier, et qu'aujourd'hui, face à une menace du type de celle auxquelles sont confrontés les Ukrainiens, cette armée est inadaptée et n'a pas pu se réformer parce qu'au fond, le pouvoir politique aujourd'hui n'est pas capable de remettre en cause complètement cette absence aussi de stratégie. Ça veut dire qu'il faudrait reparler d'un ministère de la Défense. Là, aujourd'hui, on parle du ministère des Armées, la défense nationale, ça redevient l'enjeu. Non, à mon avis, c'est pas la défense nationale, c'est la défense européenne dont il faut parler. Les seuls qui ont le poids, la taille, la mesure nécessaire pour pouvoir opposer des moyens considérables, c'est-à-dire la taille des États-Unis. Il y a eu des entraînements cette semaine, 5000 hommes qui se sont entraînés ensemble pour la première fois. L'Union européenne, si elle cumulait tous ses budgets de défense, aurait déjà la moitié du budget américain. Or, aujourd'hui, la France, c'est le 10e. Donc, je veux dire, on ne peut pas tous payer avec... Si vous voulez, la France est une puissance moyenne qui se croit encore être une grande puissance. La grande puissance, c'est l'Europe. Merci beaucoup Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, écrivain. Je renvoie à votre blog aussi qui s'intitule « Ne pas subir ». Vous étiez l'invité du 8h30 France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia. Salia, dans 5 minutes les informer. Quel est le programme ? Comment éviter l'embrasement après le bombardement de l'hôpital à Gaza ? Le doute demeure toujours sur l'origine de la frappe. Le monde arabe, lui, est en colère. Des manifestations ont éclaté en Jordanie, en Turquie, en Tunisie, en Iran, pour ne citer que. En France, le Conseil d'État est revenu sur l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes. Et puis on parlera aussi du dernier hommage qui sera rendu à Dominique Bernard, le professeur qui a été assassiné à Arras. Ces funérailles ont lieu à 10h. Le couple présidentiel et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, seront présents. On en parle juste après le fil info. D'abord, le journal avec William Guécosta. À tout à l'heure.